va être très bref parce qu'on ne va pas tirer en longueur sur tout ce qui concerne la biographie ou la bibliographie. On va simplement dire qu'il y a des axes de la pensée. On dirait que je suis un penseur systémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs champs de recherche, qui veut aussi être systématique. Il n'y a pas de contradiction entre la diversité et la systématicité. Parmi les champs, il y a celui que nous allons aborder aujourd'hui, la pensée politique, la philosophie, l'égyptologie. Il y a bien sûr la poétique. L'égyptologie est fondamentale parce que définie comme la science mère. Et il y en a comme ça une douzaine, je ne vais pas les décliner tous ici, ces champs. Je vais ajouter que la distinction entre ceux de notre école, notre courant de pensée, c'est de penser une pensée que l'on vit, et pas seulement qu'on articule idéalement, mais qu'on vit. Et on est d'abord le martyr de sa propre pensée. Ça veut dire que s'il faut en mourir, nous ne reculerons pas pour faire valoir les éléments. On retient que j'ai commencé à l'université Omar Bongo, ensuite Paris, Sorbonne, Paris 1, Paris 4, Paris 12, 3 fois major de ces universités. Et avec mon œuvre, j'ai été consacré savant. Je suis actuellement président des savants africains, donc du Comité international des savants africains. Je me félicite donc d'être ici. Ce n'est pas l'homme vétologue qui va parler, mais précisément le penseur de la chose publique, le penseur politique, l'égyptologue. Merci pour cette invitation qui m'a été adressée à l'occasion de ce moment mondial et universel de la célébration de la souveraineté. Je voudrais m'arrêter là avant que de commencer. Merci, monsieur le professeur. Nous allons donner la parole avec sa permission à monsieur Omar Bongo pour essayer de nous faire sa biographie, monsieur Kélan. Merci. Je vais vous dire à quel point je suis très honoré d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir de partager des moments historiques. Nous sommes conscients du caractère fondamental de ce moment. Et petit à petit, je pense que les Gabonais comprendront l'essence et les aspects hautement forts de ce que représente d'une part la souveraineté et d'autre part le panafricanisme. Les études que j'ai eu à faire ne me portaient pas vers le combat que je mène maintenant. Moi, je suis un mathématicien, informaticien. J'attendais simplement que mon pays exploite mes compétences, puisque après avoir été à l'IAI, à l'époque on sélectionnait les bacs CD sur concours, je suis parti faire un 3e cycle à l'Académie de Montpellier. J'ai eu juste mon diplôme terminal, je suis rentré. Et mon but était maintenant de mettre simplement, pour le compte du Gabon, mon expertise acquise, et financée d'ailleurs par le gouvernement de la République. J'ai simplement constaté avec beaucoup de peine que ce n'était pas mes références qui intéressaient le PDG parti au pouvoir, c'était mon obédience. Ce n'était pas les compétences que je pouvais faire valoir, c'était ma connivence. Et ce n'était pas les performances que je pouvais déployer, c'était mon allégeance. Voyez-vous? Donc, nous n'étions pas sur les mêmes anses. Je suis dans la référence, la compétence et la performance. Ils sont dans l'obédience, l'allégeance, la connivence. Donc, on ne peut pas s'entendre. Donc j'ai dû me lancer dans la politique en me disant que tant que
des personnes de moindre qualité sont aux affaires, ils ne donnent pas la place à ceux qui veulent faire du bon travail. Et j'ai donc enlevé le costume de mathématicien-informaticien pour revêtir celui de politicien, même si le terme me déplaît beaucoup. C'était pour faire les rimes, informaticien, politicien. Je me sens plus politique que politicien. Et pour entrer dans l'arène, je me suis quand même préparé. Je me suis vraiment préparé sur le plan culturel. J'essaie de m'approprier les éléments transcendants de la civilisation et quand. Voilà. Aujourd'hui, je sais que je suis assis sur mes deux pieds et difficilement déstabilisable. Ça porte mes convictions et j'avance avec beaucoup d'assurance, que certains parfois considèrent comme de l'arrogance. Mais c'est juste l'assurance parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. On a ses racines, on avance avec détermination. Et puis, j'ai aussi des passions. J'aime beaucoup l'art, surtout l'art visuel. J'essaie de toucher les jeunes avec la bande dessinée sur le Voroyon, donc aspect que nous partageons aussi lui et moi, puisque Ruka Biogo est un adepte, un fervent disciple de Onada. Et donc, je ne fais pas des thèses comme lui, mais j'essaie de faire en sorte que les jeunes s'approprient un imaginaire civilisationnel, pour l'instant, qui leur échappe parce qu'ils ne parlent plus la langue. Mais en français, en dessin, ils peuvent peut-être s'immerger dans un milieu qui me paraît important pour leur construction individuelle, construction intellectuelle, psychologique. Donc ça, c'est un peu le deuxième aspect. Et puis le troisième, ça a été vraiment de me cultiver sur la question politique, géopolitique et géostratégique avant de me lancer. Donc au début, j'ai soutenu les candidats. En 2009, Casimiro Yemba, il n'est pas allé au bout. Ensuite, ça a été Bobam, il est mort en chemin. Puis j'ai soutenu Jean Ping en 2016. Il a gagné, on a failli être massacré le 31 août, car j'étais là, juste à côté, au 4e étage, quand ils sont venus canarder. Et puis ensuite, ayant vu les limites qui étaient essentiellement dues à l'opposition france-africaine de tous les hommes politiques du Gabon, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes en attaquant de front, ouvertement et sans peur, la France-Afrique. Voilà. Et je l'ai fait avec l'opération Lumumba, que vous connaissez, la prison de 10 mois, puis le mouvement New Power. Et donc aujourd'hui, je suis le responsable général du mouvement New Power, et également le président de l'organisation Néo-Panafricaniste de Souveraineté, qui est une plateforme qui essaie de mettre ensemble toutes les énergies politiques panafricaines qui luttent pour la souveraineté, un peu comme le RDA en 1946 se battait pour qu'il y ait la décolonisation et le panafricanisme. Voilà, c'est ça. Et je veux saluer certains de mes partenaires ou collaborateurs qui vraiment suivent le combat de preuve, M. Bouka, qui est secrétaire général adjoint de l'ONS, le vice-président étant un Ivoirien, aujourd'hui dans la campagne, et qui est du côté de Laurent Gbagbo. Voilà. J'étais candidat à l'élection présidentielle de 2023 pour que les idées de souveraineté, les idées de panafricanisme, la lutte anti-France-africaine soient des idées que l'on mette désormais sur la table, qu'elles ne soient plus taboues, que les gens aient de moins en moins peur de la France. Et puis les sages de la République m'ont coopté et m'ont demandé de renoncer à participer à une élection qui était pipée d'avance et de militer plutôt pour une transition. C'est ce que j'ai fait. Les sages ne savaient pas comment la transition allait survenir. Ils étaient juste persuadés d'une chose, c'est qu'il fallait une transition pour notre pays. Et finalement, avec le concours des ancêtres, j'allais dire, osirisés, je ne peux pas dire angélisés, avec leur concours, eh bien, les militaires qui ont pu écouter le propos des sages ont fait le coup de libération sans qu'il y ait eu une seule goutte de sang. Et nous allons précipiter dans une transition qui est en train de s'achever avec les prochaines élections locales, législatives. Et dans le cadre de cette transition, le président m'a appelé à ses côtés, m'a nommé conseiller et m'a demandé de calmer le jeu sur la France-Afrique
parce qu'il a une stratégie de rejet. Voilà. J'ai accepté, j'ai compris, mais nous gardons néanmoins nos convictions souverainistes, nos convictions panafricanistes, même si pour ce qui est la lutte anti-africaine, elle n'est plus ouverte comme au début, pour ne pas déranger le prince. Elle doit s'en tenir à ce que le prince veut. Et c'est quand même, il me demande des conseils dans ce sens-là, que moi j'oriente un peu les idées, et je vois comment je peux amener le président à avancer dans la lutte anti-France-africaine, car lui, il risque sa peau. S'il essaie d'aller un peu trop vite, comme Thomas Sankara a perdu. Donc aujourd'hui, je suis content d'être avec vous, avec le professeur, parler des questions vraiment qui sont très importantes, autour donc de la souveraineté, autour du panafricanisme, autour des enjeux et puis des perspectives pour l'avenir. Voilà ce que je puis dire pour l'instant, en attendant la suite de notre rencontre. Ok, merci M. le Président Zambo. Bon, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le remarquer sur la banderole, il y a 3 intervenants. C'est moi qui suis honoré. Je vais commencer par dire que la souveraineté est la plus grande question en politique. Pour ce qui est de l'Afrique, comme vous le savez, nous avons eu 2 moments de gloire. À Kémet, en Égypte pharaonique, dans les empires africains. Ensuite, il y a eu le déclin, le grand déclin qui a commencé bien sûr avec l'esclavage et la traite négrière, précisément. Comme vous le savez, il y a 2 traites, celle musulmane, arabo-musulmane, et celle chrétienne occidentale. La question qui intéresse le panafricanisme est de savoir comment contourner cette situation, comment s'émanciper de cette situation de soumission, de domination, pour construire un État fédéral susceptible de retrouver la puissance perdue, la puissance d'autrefois dans les empires ou dans l'Égypte des pharaons. C'est donc une question fondamentale que pose sur le plan politique le panafricanisme. D'abord, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? C'est un mouvement philosophique, politique, économique, je dirais donc systémique, je reprends l'adjectif de tout à l'heure, qui vise l'émancipation de l'Afrique et de sa diaspora, composée par les afro-descendants. Son but est donc de libérer l'Afrique et sa diaspora de la domination de l'histoire pour retrouver le prestige, l'unité, la force, l'éclat d'antan. Je ne vais pas faire le récit historique du panafricanisme, comment ça a commencé aux États-Unis, etc. Je vais prendre le but, le projet essentiel. Le projet, c'est comme je viens de l'énoncer, c'est donc de libérer l'homme qui a été dévalué totalement par l'histoire. Et dans cette dévaluation, lorsque même on pense arriver à l'émancipation, il s'agit encore de la ruse de l'histoire qui soumet l'Afrique et sa diaspora. On a commencé avec la décolonisation, elle a été inachevée. Ensuite, les luttes de libération nationale qui ont abouti sur les indépendances, mais on s'est rendu compte que ces indépendances étaient tronquées. Ce n'étaient pas des indépendances véritables.
Et cela a continué avec ce qu'on appelle aujourd'hui la néocolonie. Et si on prend le terme de Mbembe, la post-colonie n'est pas plus gaie. Donc, que ce soit les grands mouvements que je viens de découper, il y a la ruse, il y a la reproduction de la domination tous azimuts de l'Afrique et de sa diaspora. C'est pourquoi le mouvement dont nous parlons est essentiel. C'est le plus grand de la pensée et de l'histoire politique du monde noir. Le panafricanisme veut relever ce défi pour dépasser, tourner la page de la servitude, y compris celle volontaire, pour instituer l'État fédéral, un État qui fédère tous les autres États. On a vu que dans ce premier moment-là, donc les pères fondateurs n'ont pas totalement réussi, non pas qu'ils n'en avaient pas le rêve, mais en même temps qu'ils poursuivaient le rêve de l'unification des États, leurs adversaires bloquaient, mais violemment. Et si on reprend les grands noms des panafricanistes, on verra que tous sont morts. Ça affaiblit considérablement le mouvement, même si à l'intérieur, on pouvait voir plusieurs tendances, mais ce qu'il faut retenir pour la nouvelle génération, c'est que le courant panafricaniste a des variations en interne, mais ce qu'il y a de commun, c'est le projet de l'unité, 2, le projet de la solidarité, le projet de l'émancipation par l'économie, la politique, mais la base de tout cela, c'est la vigilance pour introduire une autre histoire, une autre façon d'être dans l'histoire qui n'est plus la façon de la servitude. On va poser ça comme ça, en principe, pour que tout le monde comprenne bien l'importance de ce courant philosophique, politique et économique. Après avoir dit ce qu'est ce courant, on va maintenant pointer l'essentiel de ce courant, c'est-à-dire la souveraineté, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit de tous ordres. La souveraineté. La souveraineté d'un État, c'est le fait qu'il ne soit soumis à aucun autre État, qu'il pense par lui-même, pour ses propres intérêts, sans se soumettre à un avis extérieur. Bien sûr, nous sommes d'accord avec le principe de la discussion circulaire des États, le commerce des États, le dialogue des États. Mais ce dialogue ne peut pas se faire de manière rationnelle, de manière équitable, si au préalable, on n'avait pas garanti le principe de la souveraineté, l'autonomie de la décision, dont parlait déjà le fameux philosophe Kant. Mais avant lui, les grands maîtres en Égypte pharaonique disent que la sécurité est le fondement de la liberté. Cette sécurité, il l'avait articulée autour de la pensée, l'intelligence, la rigueur. Ils ont fait des bâtisses en pierre, les autres les font en acier. Mais les bâtisses en pierre dépassent des milliers d'années et continuent d'être là lorsque les autres se sont écroulés. Un des grands thèmes
du souverainisme, c'est la paix. Et le penseur, l'homme public qui incarne ça a été Akhenaton. Akhenaton. Ak, la lumière. Aton, la divinité incarnée par le disque. Donc, cette lumière divine était en lui et il estimait qu'il fallait, avant le concept, il a introduit les principes de non-violence. Il pense que la paix est un des grands idéaux de la souveraineté. Et on sait comment ça s'est passé, tandis que les autres lui font le reproche de ne pas avoir construit les armes. Il leur a dit que ce qui était essentiel, c'était d'approximer la divinité, la spiritualité. Et de cette façon-là, on pouvait être puissant. Il y a beaucoup de textes qui montrent comment, lors des combats entre les Égyptiens anciens et les autres nations, il y avait des victoires rien que par la prière. Donc la prière, la spiritualité est une arme indépassable. C'est elle la première arme pour Kemet et pour l'Afrique noire. Il faut donc réajuster cela lorsqu'on pose la paix. Et lorsqu'aujourd'hui nous parlons de la paix internationale, elle n'est pas faite pour rechercher la paix, puisque ceux qui font la paix la défont aussi selon leurs intérêts. La paix est en souffrance parce que dans les tribunaux internationaux, ce n'est pas celui qui a raison à qui on donne raison. On donne raison à celui qui est dans le camp des forts, des puissants militairement. Et ainsi, les choses sont tronquées. Il nous faut, à partir du panafricanisme, repenser sur la base du système de pensée qu'il y a dans notre sol philosophique, le monde, les institutions. C'est pourquoi il y a un travail fondamental de déconstruction à faire. Il nous faut déconstruire tout ce qui existe pour recommencer à penser dans la perspective de la souveraineté. On a dit démocratie, aristocratie, tous ces systèmes sont intéressants, mais la pensée est à contextualiser. Il faut la produire par rapport au contexte, à la philosophie, à la pensée, au système du lieu où elle a émergé. Prenez le cas de la démocratie. Vous vous rendrez compte que l'Afrique, d'une certaine manière, lui résiste telle qu'elle est faite aujourd'hui, sous l'angle occidental. Prenons 3-4 pays. Vous verrez que ceux qui sont au pouvoir ne quittent pas le pouvoir et on dit qu'ils sont des dictateurs, on dit qu'ils sont des royalistes, etc., etc. Nous ne pouvons pas continuer de penser comme ça en reprenant les poncifs de l'Occident. La vérité est la suivante. Dans notre façon de faire, de penser la politique, la stabilité politique, il y a eu des royaumes. Et la royauté n'est pas synonyme de dictature. Donc, lorsqu'on analyse ce qui se passe avec Sassou, avec Biya, avec Obiang, les analystes qui reproduisent la pensée de l'Occident vont dire qu'ils sont dans l'instinct de protection d'eux. Je suis d'accord pour dire qu'il y a en eux une volonté d'autoservitude parce qu'ils se réapproprient ce que l'Occident fait. Mais si vous regardez avec plus de profondeur, vous verrez que aussi bien Obiang que Biya sont ceux qui ont
fait le bassin de l'AES. C'est eux qui ont financé ça. C'est eux qui, vous regardez dans le territoire camerounais, le berceau aujourd'hui du panafricanisme, il est là. C'est celui qu'on appelle le dictateur émérite. Il nous faut donc réfléchir autrement en nous distanciant des catégories d'appréciation et d'évaluation occidentales. Ce qu'il nous faut, c'est de reconstruire un autre modèle d'État, c'est l'État fédéral. Celui qui fédère les autres États. Ce qui se passe aujourd'hui en AES est intéressant, même si eux ont compris que la chose essentielle, c'est la sécurité. Ce sont donc des militaires qui ont compris la gravité de la dangerosité de leur situation, le fait d'avoir des richesses et de ne pas avoir la puissance pour protéger les richesses. On retombe dans la servitude dont on parlait tout à l'heure. Ils ont donc choisi absolument de protéger cela par la puissance de feu. Et aujourd'hui, il faut réfléchir à 2-3 fois avant d'espérer attaquer l'un de ces pays, puisqu'ils sont en train de construire une véritable force de frappe. Ils ont pour la première fois la possibilité d'avoir des engins, des outils, des mécanismes que le bloc occidental de l'Ouest n'a jamais accepté, ni de vendre certaines armes, ni de constituer, même au niveau scientifique, de faire passer certaines choses. Nous avons été marginalisés, combattus par ce bloc violemment. Et même aujourd'hui, regardez comment il combat l'AES. Pour autant, il nous faut aussi être assez sérieux pour discerner le danger qu'il y a derrière ça. Bien sûr, c'est bien d'être protégé par les grands, mais il y a le risque que nous ne rêvions plus d'être aussi grands qu'eux, sinon plus grands qu'eux. Nous partons du principe que comme ils sont là, c'est suffisant pour nous, et nous perdons de vue l'essentiel, c'est-à-dire la recomposition de la puissance, de la grandeur, et dépasser les grands qui sont supposés nous protéger. Ça, c'est le véritable idéal du panafricanisme, l'État fédéral, non pas pour être protégé par les autres, les grands de ce monde, mais pour se positionner soi-même comme le nouveau grand de ce monde. C'est cela, l'idéal premier du panafricanisme, d'où les projets inachevés du panafricanisme. On a eu le premier courant, les panafricanistes ont été tous assassinés. On a eu les deuxièmes courants, qui va à peu près de Sankara, qui se termine avec Kadhafi. Là aussi, tous ont été assassinés. On est obligé aujourd'hui de penser plus, d'avoir plus de prédictibilité pour éviter le retournement de la violence sur tous ceux qui veulent faire bloc. Donc, dans le bloc de l'Est, donc le bloc sino-russe coréen, il y a des choses importantes, mais il nous faut acquérir la puissance. Et pas seulement être le protégé éternel de ce bloc, mais conquérir la puissance. Pas seulement l'acquérir, mais la conquérir pour que nous-mêmes, nous puissions mettre en place des choses. J'ai vu il y a quelques jours qu'il y avait un avion qui est en train d'être mis en place dans l'AES. C'est cela, l'arrachement de l'autonomie de la technicité, de la technologie, l'arrachement, l'appropriation, le nouveau. J'appelle ça, avec l'un de mes disciples, Kémy Seba, il est très attentif à ce côté où la détermination, l'autodétermination
ne doivent pas enlever la vigilance vis-à-vis des grands. Moi, je parle ici du nouveau panafricanisme, de la nouvelle souveraineté. La souveraineté ne peut pas définitivement être l'otage des maîtres, qu'ils soient du bloc de l'Est ou qu'ils soient du bloc de l'Ouest. La souveraineté, c'est se constituer, c'est devenir son propre maître. Et c'est cela qui est le plus important pour l'Afrique d'aujourd'hui. Il y a plusieurs courants. Je voudrais dire un mot sur le courant gabonais qui se dessine. Et pourquoi il est essentiel qu'il ne renonce pas à la vision du panafricanisme. On va appeler ça le courant de l'inclusivité. C'est l'autre vision, la nouvelle qui vient de naître au Gabon, ni le bloc de l'Est, ni le bloc de l'Ouest, ni même le centre, mais la transversalité. Toute la question dans cette inclusivité, on ne la nie pas, il n'y a pas d'État sans inclusion. L'État monde, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État monde, l'économie monde, pour le politomètre que je suis, ne peut pas nier le fait qu'il y a une indissociabilité systématique des États. Mais dans cette indissociabilité, il faut raison garder, se protéger de la servitude. Quand vous voyez la Russie, elle est en dialogue avec la Chine, mais elle tient à sa souveraineté dans le système militaire. La Chine, c'est pareil, elle est en dialogue avec les États-Unis, qu'elle finance encore plus aujourd'hui, puisqu'elle devient, on ne veut pas trop le dire, la première puissance économique et technologique bientôt mondiale. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à sa propre souveraineté. Le souverain, c'est celui qui a compris l'importance de s'approprier la puissance. Par rapport à ce qui se passe, il y a beaucoup de prudence dans le système qu'on retrouve au Gabon, ne pas heurter l'un des systèmes, mais être inclusif, à condition, et c'est là la chose la plus importante, d'être conscient de se constituer comme puissance, même si ça commence par la sous-région, puissance dans tous les aspects. L'inclusivité ne doit pas exclure cette aspiration à la souveraineté, à la puissance. Et c'est cela qui peut être intéressant du point de vue de l'inclusivité. On peut dialoguer avec les autres sans tomber dans la dépendance de la servitude. Commencer par la sous-région, ensuite le continent, sauf que nous sommes obligés de relever aussi les imperfections de l'État fédéral. Autrefois, on avait dit, même armée, même économie, même industrie, même politique, même diplomatie. Or, on a bien vu, on a même dit même gestion financière, bancaire, etc. On a bien vu que cette vision est importante, mais a quelques idéalismes. Il faut donc corriger sans cesse. Ce que nous voyons, c'est à quoi nous assistons, c'est qu'il y a des États qui ont plus d'affinité, plus de compréhension du système. Par exemple, ceux qui se constituent en AES, c'est le système militaire qui est la garantie de la sécurité et de la puissance. Dans l'inclusivité, il faut trouver des formules. Il y a quelque chose d'intéressant. Il nous faut écrire la philosophie politique de l'inclusivité pour arriver à faire la démonstration que, en prenant partout, en rentrant dans l'inclusivité, le plus important est de promouvoir la souveraineté de l'État
C'est pourquoi ce qui se passe actuellement est intéressant. Je crois que j'ai laissé tout à l'heure mon cadet regarder la chose par rapport aux faits divers. Il m'a soufflé un mot là-dessus, il va développer. La fraternité africaine, vous voyez, elle est mise à rude épreuve. Dès qu'il y a un peu de richesse quelque part, Guinée équatoriale, Gabon, etc., on ferme les frontières. Dans le même temps, on dit, par exemple les pays CEMAC, nous sommes sous le principe de libre circulation des marchandises, des individus et de tout ce qui est. Donc nous vivons un flagrant délit de contradiction entre l'idéal et l'effectivité. J'ai même moi-même été invité par les plus hautes autorités du Cameroun et on me demandait de payer le visa. J'ai appelé la personne pour lui dire, êtes-vous sûr que là où vous êtes situé, c'est-à-dire à l'ambassade, à un niveau élevé, vous ne savez pas encore qu'il y a la libre circulation entre les États. Moi, je suis du Gabon, vous du Cameroun. Comment pouvez-vous penser que je puisse payer le visa? Ça n'existe pas. Il m'a répondu, professeur, nous sommes d'accord, mais la pratique contredit le principe. Alors, je lui ai dit, vous savez, la bonne manière, c'est que le principe ne soit pas contredit par la pratique. Parce que nous sommes en train d'avancer. Si on a déjà ça en Afrique centrale, ensuite ce sera un peu plus dans les régions africaines, et puis on va conquérir le passeport, le fameux passeport continental. Mais commençons par le passeport des États CEMAC. Mais vous ne pouvez pas en même temps dire que nous sommes un. Passeport veut dire nous sommes une seule identité politique et juridique. Et là, en même temps, vous nous demandez de payer. C'est la même chose au niveau des frontières. La politique des frontières contredit totalement l'idéal souverainiste au sens de l'État fédéral. L'État fédéral, c'est le fait de récupérer les petits pays qui ne peuvent pas émerger comme des puissances et faire un grand bloc qui aura la force de frappe. Seulement, on peut corriger en ne disant pas tout de suite, même salaire, même, on progresse petit à petit et puis on dit, bon, maintenant on égalise cette chose, le principe d'harmonisation. Il va évoluer progressivement. On ne peut pas faire des principes sans tenir compte de la spécificité de chaque État, sans tenir compte du principe global qui est celui de l'unité du continent africain. Je voudrais maintenant terminer en laissant à la partie discussion tout à l'heure d'avancer dans ces choses-là. J'ai particulièrement accepté de venir ici à l'occasion de ce momentum international de la souveraineté parce que je voulais signifier que nous sommes loin, très loin de la souveraineté. Et la souveraineté, elle s'accommode d'abord de l'exigence de la compréhension des enjeux. Or, le plus grand enjeu, c'est l'enjeu de l'État fédéral, c'est l'enjeu du projet panafricain de se souverainiser. C'est ça les enjeux. Ça commence par les États, ensuite par les fédérations, puis par les confédérations. Je pense que nos pays ne doivent pas avoir peur de s'engager dans cela. Les pères fondateurs en sont morts jusqu'au nouveau. Mais actuellement, il faut faire ce que j'appelle le panafricanisme pragmatique, c'est-à-dire celui qui s'assoit sur la projection, la prospection, et qui attaque les questions au cas par cas. Regardez par exemple les salaires. Nous sommes à 150 000 SMIC au Gabon, mais vous avez des pays qui sont en dessous de la moitié.
Donc, c'est petit à petit qu'on va égaliser. On ne peut pas entrer directement dans le principe d'égalisation. Il faut donc que se constitue, ce sera ma conclusion, que se constituent des instituts du panafricanisme, des instituts et plus des universités du panafricanisme. Moi qui vous parle, je suis fondateur et président d'une université qu'on appelle le Père Ankh, Ouham Massoud. Le Père Ankh, c'est la grande maison du savoir. Ouham Massoud, c'est justement le principe de la renaissance africaine, le principe de l'unité. Il est possible que nos pays aient peur de cela. Cette peur doit être dissipée parce que de la même manière que nous devons nous ouvrir à l'Occident, nous devons développer la grande question du « que suis-je » ? Que suis-je moi-même? Que dois-je faire pour m'émanciper de la servitude et pour me constituer comme puissance? J'attire l'attention au niveau des panafricanistes, au niveau des États et des hommes qui en ont la direction, sur le fait que chacun de nos pays doit avoir un institut, une université panafricaine, à minima, et au-dessus, avoir une grande université où on envoie nos enfants, non plus pour s'instruire de ce que les autres ont dit et fait, mais de trouver la solution endogène. J'appelle ça, dans mes travaux, l'endogénisme. Regardez la Chine, qui était derrière le Japon, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un monstre. Regardez, même le petit pays, le Japon, qui a subi Nagasaki, Hiroshima, mais en très peu de temps, qui s'est reconstitué en ciblant des éléments. Ils ont pris, par exemple, la technologie, faire des ingénieurs, etc., etc. Notre pays, notre continent, doit cibler des secteurs de pointe, se donner une temporalité pour conquérir l'autonomie, non pas ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens partout pour construire chez nous. Non, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est un bâtisseur. Je l'ai fait la démonstration que philologiquement, l'Égyptien ancien montre que son chiffre est celui des bâtisseurs. Mais maintenant, quand on est bâtisseur, on crée les bâtisseurs chez soi. Donc ceux qui arrivent, on vole leur technique. La question est toujours celle de voler la technique des autres. C'est cela qu'on voit. Et il nous faut voler la bâtisse pour que la nôtre croisse. Il nous faut voler la technique des autres. Bâtisseur. Le grand bâtisseur, c'est celui qui, comme en Égypte, choisit une technique endogène et crée la civilisation grandiose. Chez les Ekans, dont j'étudie depuis plusieurs années la science, les institutions, ils avaient compris que ce qui était le plus important, c'était la capacité de l'organisation. Il y a une structure organisationnelle exceptionnelle. Et il y a ce qu'on appelle, et que nous avons perdu dans toute l'Afrique, pire au Gabon, il y a ce qu'on appelle, et qui est l'essence d'une vête, l'admiration réciproque. Il y a des vertus. Le démiurge dépose des vertus sur chacun des hommes. Mais lorsque nous commençons à nous admirer les uns les autres, on fait le boom, boom économique, boom de pensée, boom d'intelligence, boom de recommencement de l'histoire. Or, chez nous, la subjectivité, ce qu'on appelle la jalousie, a encore une telle emprise qu'on n'a pas compris la fierté qu'il y a à regarder l'autre comme le modèle. La société africaine, comme en Égypte, était grande parce qu'elle copiait sur les modèles. Et les modèles
se multipliaient dans la société et ça devenait de grandes sociétés. Les grands bâtisseurs sont ceux qui fabriquent sur le plan endogène des bâtisseurs et créent des bâtisses qui dépassent l'accident. Regarde à l'histoire, comme les pyramides ironiques, comme le sphinx ironique, nous souhaitons cela. Et nous sommes d'accord, on nous a dit de revenir d'exil. J'ai fait 15 ans, comme on le sait, avec mon frère ici. Ce que nous voulons, c'est que le Gabon soit attentif à l'expertise panafricaine, qui est puissante. Maintenant, il faut libérer ça sans que ce soit un moyen d'affronter les autres, mais libérer cette expertise en créant des enseignements qui, pour la première fois, ne vont pas réciter ce que les autres font, ce que les autres disent, mais vont inventer le génie qui sommeille en nous, comme dit Cheikh Anta Diop. Inventer, réinventer le génie qui sommeille en nous. Otep. Otep signifie... Oui, merci beaucoup. Je me réjouis de prendre la parole après mon grand frère et maître, le professeur Edouard Biogo, qui, dans son propos, a posé le cadre principal, le cadre des valeurs, des références. Il a situé l'idéal et il est resté en fait sur une position idéale, puisque ce sont des idées qui ont été présentées avec naturellement un rappel historique de l'origine du panafricanisme, de ce qu'il a pu réaliser dans le temps, de ses limites et comment nous aujourd'hui, héritiers, nous récupérons un peu l'affaire pour la faire prospérer. Je me réjouis du fait que moi je suis plutôt mathématicien, informaticien, et donc appelé à l'application des idées. Et donc je vais essayer, dans le propos que je vais vous tenir maintenant, de vous suggérer une idée qui prend son essence dans le propos même du Shemsou Mat, du maître professeur Grégoire Biogo, pardon. Il a dit que nous sommes dans un nouveau panafricanisme. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, je me définis comme un néo-panafricaniste. Ça veut dire que, en plus du panafricanisme, qui est notre socle idéologique, s'y ajoutent des éléments qui relèvent de 3 arguments fondamentaux pour nous. Le premier argument, c'est l'argument critique, celui de la distanciation critique. Il a soulevé. Parce que les pères fondateurs ne sont plus ici avec nous. Ils étreignaient une réalité. Ils la mettaient en œuvre sans expérience, à part leur volonté, à part leur capacité, leur détermination. Nous, en 2025, par rapport à Marcus Garvey, ou bien par rapport à Dubois, nous avons le recul historique. Nous savons ce qui a marché. Nous savons ce qui n'a pas marché. Nous avons l'argument critique. Et nous devons nous servir de cette critique que nous formulons à l'endroit donc du travail réalisé pour justement relever les aspects positifs qu'il faut renforcer. Et il a dit aussi les aspects négatifs qui n'ont pas permis aux pères fondateurs d'atteindre les objectifs qui s'étaient assignés. Donc, il y a ça, cet élément-là. L'argument critique et donc l'expérience accumulée et les leçons à tirer que nous ajoutons au socle principal du panafricanisme. Les deuxièmes informations que nous avons, elles relèvent maintenant de l'argument diopien et j'allais dire psychologique. Pourquoi diopien? Parce que Cheikh Anta Diop, même si beaucoup ne le savent pas, est venu présenter de manière éclatante la falsification de l'histoire de l'humanité, falsification eurocentrique. C'est-à-dire que nous sommes, il a dit le professeur, obligés de déconstruire une réalité qui s'est bâtie contre nous dans l'intérêt des puissants. Car nous sommes à l'origine des premières civilisations les plus brillantes et que ceux qui sont venus par la force barbare, ils ont pris ce patrimoine et après, ils se le sont appropriés.
en disant que l'Égypte était blanche, que la Mésopotamie était blanche, que les civilisations de Caral Soupé étaient blanches, en fait, que tout ce qui a été réalisé était blanc, et que nous, les Noirs, nous n'avons rien apporté. Alors que c'est exactement le contraire. Donc, quand on apprend à un jeune Africain que tu n'as pas de complexe à avoir vis-à-vis de ceux qui sont en réalité tes élèves, tu es le maître dès le début, ça change sa psychologie. Et ils se sent capables, finalement, de réaliser des choses qui lui semblaient impossibles parce qu'il se disait, j'attends la tutelle du maître, j'attends l'onction du caucasien, sinon je ne peux pas avancer. On lui dit, mais non, tu n'en as pas besoin. Le caucasien, il est venu apprendre chez toi. Tout ce qu'il sait, il a appris chez toi. Ah bon, oui, il a appris chez toi. Donc défais-toi de ces faux complexes et reprends ton génie. Ça, c'est l'argument éthiopien. On le doit à Cheikh Anta Diop. C'est vrai qu'en ténor Firmin, l'haïtien, avait déjà commencé avec le traité sur l'égalité des races. Traité qui venait en contradiction avec celui de Arthur Gobineau, qui parlait du traité sur l'inégalité des races, traité qui a séduit beaucoup de Français, dont Montesquieu, dont Voltaire, Victor Hugo, tous ces auteurs que nous étudions là, étaient des fiefs racistes. Mais celui qui a porté ça à son extrémum, c'est Adolf Hitler, finalement. Et on leur a reproché d'avoir pratiqué à l'intérieur de l'Europe le racisme qui, pendant des siècles, était pratiqué à l'extérieur, sans que cela ne touche, on va dire, l'âme des Occidentaux. De cette manière, Hitler nous aura rendu service, parce qu'il a mené dans le territoire européen le racisme. Parce qu'il a dit, oui, d'accord, on est des Blancs, les êtres supérieurs de la Terre, c'est vrai, nous ne contestons pas ça. Mais maintenant, quand même, dans la race blanche, on peut aussi hiérarchiser. Non, mais on peut aussi hiérarchiser. Parce qu'au sommet, c'est la race aryenne, c'est-à-dire ceux qui sont en grande taille, qui sont athlétiques, qui ont les yeux bleus, les yeux verts et les cheveux blancs. Alors, du coup, le requin qui est court commence à dire qu'il n'appartient pas à la race aryenne. Voilà, le juif commence à craindre, le communiste à craindre, le tzigane à craindre, l'homosexuel à craindre. Et donc, parce qu'il a mené ça dans la terre européenne, aujourd'hui, on le voit hégémonique. Mais quand il pratiquait ça à l'extérieur de l'Europe, ça ne le dérangeait pas. Donc, Cheikh Anta Diop, en fait, amène cette question bien après, en ténor Firmin, et il faut s'en réjouir. Voilà pourquoi il est important que dans nos programmes éducatifs, toutes les œuvres de Cheikh Anta Diop soient enseignées. Si l'université actuelle occidentale, d'accord, que nous avons, ne le veut pas, on n'a pas d'autre choix, comme a dit le professeur, que de créer les universités kamites, les universités d'Afrique, humanité classique africaine, pour que ces choses-là soient enseignées. On n'a pas le choix. Et comme ça, comme la Chine, nous pratiquerons l'endogénisme, je crois. C'est ça le terme qu'il a utilisé. Voilà le deuxième argument, qui vient s'ajouter au premier. Donc, le premier, on a la distance critique, et là, on a maintenant la conviction psychologique que nous pouvons réaliser des choses. Le dernier argument, c'est l'argument technologique et mondialiste. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'Internet. Patrice Lumumba n'avait pas l'Internet. Donc, quand un plan a été concocté contre lui, même si Kwame Nkrumah était au courant, il ne pouvait pas l'aider. Il ne pouvait pas l'aider. Aujourd'hui, voyez-vous, Ibrahim Traoré, je crois, échappe à beaucoup de tentatives de coup d'État. Assimi Goïta et même Tchani Abdourahmane échappent parce que la technologie joue un rôle important. Voyez-vous? Bien. Nous qui ne sommes pas les chefs d'État, nous pouvons aujourd'hui faire passer des idées. Nous pouvons propager justement des idéologies à cause de ces outils. Les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Donc ce que je dis aujourd'hui ici est entendu dans l'ensemble de la planète. Et donc ça participe à multiplier les convictions et l'adhésion aux idées panafricanistes. Voilà. Et on doit pouvoir en profiter. Notre séance là est suivie en direct. C'est vrai que ça se passe ici, devant quelques personnes, mais il y a peut-être des centaines de milliers de personnes qui vont suivre ça, un jour ou l'autre. C'est ainsi que nous propageons de manière exponentielle justement les idées panafricanistes. Donc, quand je parle de néo-panafricaniste, c'est cela. Le panafricanisme qui vient de développer comme élément central, le socle principal, idéologique, plus toutes les informations que nous avons grâce à l'argument critique, à l'argument diopien et à l'argument technologique. C'est donc sur cette base que je vais maintenant vous
suggéré une réflexion qui a été menée au sein de notre organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Et qui, je suis très heureux, s'inscrit parfaitement dans ce que le professeur a dit tout à l'heure, quand il parlait d'un État fédéral continental. Car c'est cela, en fait, vers quoi nous devons tendre. Pour ne plus avoir à supporter les moqueries, les brimades, et puis le mépris des autres puissances. Car, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on mûrit un projet, on regarde ses bases, on regarde ses forces. Quelles sont les forces du continent africain? La première force du continent africain, c'est que nous sommes le continent le plus riche en ressources naturelles et stratégiques de la Terre. Et ça depuis tout le temps, depuis l'époque de Kemet, l'Égypte antique, depuis l'époque de l'Empire mandingue, depuis l'époque du royaume de Monomotapa, nous sommes le continent le plus riche de la Terre. C'est peut-être dû au fait que nous avons des réactions chimiques entre le ciel, entre le soleil et la Terre. La chaleur, ça agit en réaction chimique et ça crée des minéraux, ça crée des ressources que d'autres n'ont pas, parce qu'ils sont, eux, malheureusement, souvent sur la glace. Donc, nous avons un continent qui est important, 30 millions de kilomètres carrés, et qui est le plus riche en termes de matières premières, de ressources naturelles et stratégiques. Ressources dont les autres peuples, les autres nations ont besoin. Voici le premier atout. Le second atout que nous avons, c'est la jeunesse et c'est la démographie. En 2050, dans exactement 25 ans, la population mondiale aura pour 3 jeunes, 1 qui sera africain. C'est-à-dire que les jeunes de la planète, les plus nombreux, seront africains. Et les jeunes portent quoi? Ils portent la vitalité, ils portent la créativité, ils portent le dynamisme, ils portent le développement. C'est un atout. Et si vous ne le savez pas, je vous demande d'aller vérifier. En 2100, à la fin de ce siècle, le continent africain aura entre 3 milliards 800 millions d'individus ou 4 milliards 200 millions. C'est-à-dire devant l'Inde. L'Inde qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé. Le continent africain. Je ne parle pas des afro-descendants. C'est-à-dire quoi? Nous disposons de la masse critique pour être la plus grande puissance. Ce qui nous manque maintenant en réalité, c'est peut-être la vision stratégique concertée et acceptée des Africains pour que l'État fédéral existe, soit puissant, soit respecté. Comme aujourd'hui on respecte la Chine, comme on respecte la Russie, comme on respecte les États-Unis. Alors comment arriver à cet État fédéral continental et voire même afro-descendant? La phase préliminaire, c'est-à-dire entre 2025 maintenant et 2030, c'est que le ventre mou de l'Afrique devienne dur. Le ventre mou, c'est la pièce qui est la plus fragile. C'est ça le ventre mou. Au-delà du CFA, la France-Afrique. Nous devons absolument nous défaire de la France-Afrique sur les 5 prochaines années. Tant que la France contrôle une partie de l'Afrique dite francophone, nous ne pouvons pas nous allier aux autres Afriques qui, elles, se sont véritablement émancipées de leurs anciennes puissances. Aujourd'hui, lorsque Malabo décide de mettre en place son gouvernement, Malabo n'attend pas le coup de fil du roi Felipe d'Espagne. Quand le président Lorenzo Yao de l'Angola doit construire son gouvernement, il n'attend pas le coup de fil de Lisbonne. Voyez-vous? Mais malheureusement, le prince ou bien un autre président, les Nguema, doit faire attention quand il nomme les personnes. Parce que les Français ne comprendraient pas que les Nguema aujourd'hui nomment Privat Ngomo ministre de la Défense nationale en sachant que je suis pour le départ de la base militaire française. On ne peut pas le faire aujourd'hui. D'accord? Et même je ne lui proposerai pas de le faire non plus. D'accord? Donc il y a encore en Afrique francophone cette influence que la France a parce qu'elle n'a pas renoncé à son empire colonial. Il nous faut nous défaire de l'empire colonial français d'ici 2030 pour rejoindre finalement le camp
des autres Afriques qui, elles, sont depuis véritablement émancipées, elles sont depuis autodéterminées. Donc 5 ans, phase préliminaire. Lorsque nous serons arrivés en 2030, et vous allez voir que les signes que la France présente en ce moment, d'instabilité, de blocage, les signes que la France présente maintenant, d'incompréhension avec les États-Unis, de rivalité avec la Russie, fragilisent en fait la puissance coloniale. C'est quand une puissance coloniale est fragile, en fait, que les gens maintenant peuvent finalement se libérer, comme elle a été fragile en 1945. Et ça a permis la décolonisation. Donc, nous sommes à un moment de bascule qu'il faut comprendre et il faut saisir l'opportunité. 2030, nous devons, au cours d'une conférence, que nous avons appelée la conférence de Bamako, annoncer au monde que l'Afrique maintenant se donne 50 ans pour être unifiée. Nous fixons un cap. Nous disons, nous avons besoin de 50 ans pour nous unifier. Et nous proposons, au sein de notre organisation, l'agenda néo-panafricaniste 54-5-1. C'est nous avons la famille française qui parle, le programme qui se met en place, l'algorithme qui se met en place. 54-5-1. À l'étape 2030, nous avons 54 États qui sont des micro-États faibles, appauvris, disloqués, émiettés dans le continent. On ne peut pas peser malgré tous nos potentiels. Quelle est la position aujourd'hui de l'Afrique sur le conflit entre la Palestine et puis Israël? Rien. Quelle est la position sur l'Ukraine? On s'abstient. En fait, nous ne comptons pas et on nous méprise pour cela. Mais si nous voulons sortir de cette situation, on va dire de déchéance, et renouer maintenant avec la gloire d'antan, la puissance des Kémètes antiques, mais il nous faut nous organiser. Et qu'est-ce que nous proposons dans l'agenda? Nous voulons passer de 54 États faibles à 5 États fédéraux régionaux puissants. 5. Je pense que 5 États en 2055, dans 25 ans, pèseront plus que 54 États. 5 présidents qui parlent au nom de l'Afrique auront plus de poids que 54 présidents qui parfois se contredisent dans leur propos. Donc, l'ambition de cette génération, sur 25 ans, c'est de faire en sorte que l'Afrique se dote de 5 États fédéraux régionaux de 2030 à 2055. Est-ce que c'est possible? Je dis oui, en nous appuyant sur l'exemple de l'AES. Car l'AES sera en fait le laboratoire que nous allons observer et nous allons pouvoir faire la même chose dans les autres parties de l'Afrique. L'AES appartient au groupe, je vais dire, au groupe économico-financier de la CEDEAO, CEDEAO, je crois, UEMOA. Bien. C'est ça, en fait, l'AES. Donc, son champ d'expérimentation panafricaniste, c'est la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, c'est une officine, en fait, interafricaine. Elle n'a rien de panafricaniste, rien du tout. Mais ce que nous voulons maintenant, ce sont des structures portées par les panafricanistes, comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta et comme Abdoulaye Tchani, qui ont compris que vouloir avoir tous les pouvoirs au niveau d'un État et être faible n'était peut-être pas la solution, qu'il valait mieux avoir des pouvoirs au niveau de l'AES. Aujourd'hui, ils sont 3. Dans quelques années, ils seront peut-être 4, 5, 6, 7, 8, mais ce sont de véritables panafricanistes qui seront au pouvoir. Ce qui a manqué à l'Afrique depuis 1960. Bien. Donc, au niveau de la CEDEAO, on peut avoir vraiment un État fédéral qui va se constituer à partir de noyau AES. Pourquoi ne pas imaginer aussi un État qui se constitue du point de vue fédéral au niveau de l'Afrique centrale? Il a dit que les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les 3, Mali, Niger, Burkina, ont dû se mettre ensemble pour des raisons de sécurité. Bien, mais nous, pour l'instant, la sécurité n'est pas menacée. Nous avons néanmoins un conflit. Le pétrole, il a relevé entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais qu'est-ce qui empêche nos 2 chefs d'État de mettre en place une confédération du Gabon et de la Guinée équatoriale qui porterait sur la gestion collégiale du pétrole de la baie de Corisco? Nous aurons donc à gérer ensemble une question économique qui pour l'instant nous divise.
Et si eux, au niveau de l'AES, ils se sont réunis à cause de la sécurité, nous, on peut se réunir pour une gestion collégiale du pétrole. Car dans l'arrêt qui a été pris par la Cour internationale de justice, mais si les deux présidents ne s'entendent pas, même si l'île de Mbagné appartient à la Guinée équatoriale, mais les eaux territoriales appartiennent au Gabon. Donc si on interdit aux bateaux guinéens de venir sur la baie de Côte, mais ils ne pourront pas exploiter le pétrole. Ou on peut même dire, bon écoutez, vous êtes en offshore, nous on va pomper, vous êtes en onshore, nous on va pomper en offshore, on rentre dans des conflits. Il est beaucoup plus intéressant pour les panafricanistes de dire, mettons en place la confédération, l'alliance des États du bassin du Congo, parce qu'on espère que d'autres aussi vont nous suivre, et puis on commence par gérer d'abord le pétrole, comme les autres ont commencé par le charbon. Voyez-vous? Et donc, le Gabon et la Guinée équatoriale vont ensemble commencer à gérer le pétrole. Et puis un jour, le Centrafrique du Touadéra va nous rejoindre, on sera 3. Et puis un jour, le successeur de Paul Biya va nous rejoindre, on sera 4. Et puis un jour, le successeur de Sassou Nguesso va nous rejoindre, on sera 6, on sera 5. Et vous voyez, on peut, avec une raison différente, mais avec le même outil, constituer l'alliance des États du bassin du Congo, pendant que l'alliance des États du Sahel se constitue. Ça nous ferait là 2 États fédéraux régionaux sur les 25 prochaines années. Et il se pourrait qu'au niveau de l'Afrique australe, au niveau de l'Afrique orientale, au niveau de l'Afrique du Nord, septentrionale, la démarche soit la même. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas un projet au-dessus de nos capacités intellectuelles, de nos capacités physiques. Non! Il faut simplement que les gens comprennent le projet, l'intègrent, de sorte que de 2030 à 2055, l'Afrique se dote de 5 États régionaux fédéraux. Voilà pour ce qui est la première étape, 54-5. Donc, je ne sais pas si en 2055, je serai encore parmi les Gabonais qui vivent sur la Terre, mais si je suis parti, j'aurais fait ma part. Et j'aurais peut-être expliqué à quelques jeunes que quand je tomberai, prenez le flambeau et continuez. Parce qu'en 2055, nous voulons avoir 5 États puissants régionaux en Afrique et non plus 54 États faibles. 2055, 2080. C'est-à-dire 25 ans encore pour constituer l'État fédéral continental et afro-descendant. Alors là, nous allons forcément fâcher le monde occidental. Pourquoi? Parce que si nous réussissons à avoir les 5 États fédéraux régionaux qui s'appuient sur les communautés économiques et financières d'aujourd'hui, nous sommes en position d'exiger que des pays comme la Jamaïque, comme Haïti, comme les pays en fait africains, mais des Caraïbes, nous rejoignent. Mais pas de façon désordonnée. Moi, j'imagine bien une confédération des pays, on va dire, afro-descendants du Pacifique, de l'océan Indien et de l'Atlantique. C'est-à-dire là où les Africains se sont retrouvés et aujourd'hui sont sous domination, soit française, soit britannique, soit américaine. Haïti demande à intégrer aujourd'hui l'Union africaine. C'est fait. C'est fait, très bien. Mais dans la logique qui est la mienne, j'aurais vu Haïti intégrer la Confédération des États afro-descendants du Caraïbe. C'est-à-dire Haïti serait avec la Jamaïque, Haïti serait avec la Guyane française. On demanderait à la Guyane française, on demanderait à la France, on exigerait à la France, car on serait en situation de le faire. On dit, nous voulons que nos frères de Guyane, que vous traitez comme des sous-citoyens français, s'autodéterminent s'ils veulent rester en République française ou bien s'ils veulent intégrer maintenant la Confédération de l'État fédéral continental. Ils feront donc l'autodétermination, le référendum. S'ils disent que nous voulons maintenant revenir à l'Afrique, ils viennent. On est puissant, on peut travailler avec eux. On dit à la Martinique, on dit à la Guadeloupe, on leur demande, parce qu'il y a aujourd'hui des indépendantistes dans ces régions-là. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'on les traite comme des nègres et non pas comme des Français. La Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Voyez-vous? Donc, la problématique afro-descendante reste posée. Et on ne peut pas être insensible à cela. Nous qui sommes dans le continent, ce sont nos frères qui ont été déportés, pour maintenant qu'ils reviennent à la maison. Back to the roots. Et donc, on irait vers une 6e région, en fait, africaine, qui serait la région ultramarine, hors d'Afrique, et où nos frères africains sont encore, si ce n'est pas en captivité, c'est en esclavage, ou bien c'est en mépris total.
Et quand ces confédérations du Pacifique, de l'océan Indien et puis de l'Atlantique, ces différentes confédérations africaines seront mises sur pied, elles intègrent l'État fédéral continental afro-descendant. Et donc en 2080, on doit pouvoir avoir une Afrique qui a un État fédéral continental. On peut. Un État qui aura donc une langue, ce sera le Swahili, au niveau du continent. Et puis il y aura des langues au niveau des régions. C'est-à-dire que dans la région d'Afrique centrale, il faudra trouver une langue. C'est forcément le Lingala, puisqu'ils sont 80 millions, je crois. Et puis au niveau du Gabon, on doit pouvoir avoir des langues maternelles qui sont parlées. Il faut mettre en place un projet linguistique où les langues maternelles doivent être parlées par tous les enfants du Gabon. Tu dois parler la langue de ton père et puis de ta mère. C'est obligatoire, tu enseigneras ça. Et tu dois en même temps parler la langue de la sous-région. Voilà. Et peut-être même la langue de ton pays. Le Gabon, dans cette logique-là, ne serait plus un État, il serait une région-État. Et le président de la République sera maintenant un gouverneur de région-État. Et le président, ce sera celui de l'État fédéral. Voyez-vous, le paradigme change. Mais c'est un processus que nous pouvons initier effectivement, parce que nous en avons les capacités intellectuelles, nous avons le temps pour nous, maintenant qu'il y a une vision qui s'est présentée. Alors, je vais terminer en disant que nous ne pourrons pas réussir ce projet sans ne pas prendre en compte l'hostilité, pour ne pas dire les agressions que l'Afrique va subir. Parce que les autres comprennent très bien que s'ils n'ont plus accès à leurs réservoirs, où ils venaient prendre gratuitement les matières premières, mais ils vont décliner. Ils seront asphyxiés, ils mourront économiquement. Mais la France déjà a des problèmes. Là, elle a perdu 3 pays importants qu'elle prétendait pauvres. Elle a des problèmes pour boucler un budget. Elle a des problèmes pour boucler un budget. La France, la grande France. Parce que 3 pays sont sortis du giron. Mais imaginez maintenant si c'est tous les pays africains de la zone francophone. Que devient la France? Elle viendra ramper. Elle viendra ramper. Elle va supplier. On dira, on est prêt à t'aider. Mais d'abord, tu reconnais le mal que tu as fait sur l'esclavage. On veut les excuses, on veut le pardon, on veut les réparations, voilà, on veut les restitutions. Tu ramènes tout ce que tu as volé pendant la colonisation. On lui dira ça. Elle n'aura pas le choix. Elle va renvoyer. Sinon, pas d'uranium, pas de pétrole, pas de manganèse, pas de fer. On est en position de force. Voilà pourquoi il est important pour elle de mettre à la tête de nos États, mais des marionnettes qui feront toujours sa carte de volonté. Si demain elle n'a que des Ibrahim Traoré, elle n'a que des Tchani, elle n'a que des Thomas Sankara, on va dire des Kémy Séba, des gens qui ont la capacité de tenir tête et qui sont protégés, ça va être difficile d'imposer encore ces vues. C'est plus possible. Mais il faut y aller méthodiquement. Donc, il y a cette hostilité qui va exister. Et nous pouvons vaincre cette hostilité par des alliances géostratégiques, des partenariats géostratégiques. Aujourd'hui, le partenariat russe permet à l'AES d'exister. Si les Russes n'étaient pas derrière l'AES, les 3 présidents auraient connu le destin de Thomas Sankara. N'est-ce pas? Donc nous, si nous décidons d'entrer dans ces dynamiques où nous allons forcément affronter le bloc occidentalo-atlantiste, il faut nous assurer que les BRICS, et notamment la Russie, est un partenaire qui nous protège. Parce qu'un panafricaniste vivant et qui conduit ses projets sera toujours mieux qu'un panafricaniste mort, bien que héros. Ils sont d'accord? C'est ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, nous-mêmes, il a dit, je suis d'accord, il faut la révolution de pensée. Moi, je n'aime pas trop dire changement de mentalité, non. Une révolution de pensée. C'est-à-dire que nous sortons de l'africanité pour entrer dans la camité. Alors, c'est quoi l'africanité? C'est quoi la camité? C'est simple. Africanité vient de Afrique. Afrique, en fait, ce n'est pas le nom de notre continent. C'est le nom d'une tribu amazighe qui a combattu les Romains pendant les 3 guerres puniques. Si vous vous souvenez de Massinissa ou bien du général Hannibal. Voilà. Donc, les Romains ont identifié la zone de leur adversaire, c'est-à-dire les Afri ou les Afirs, comme étant la zone Africa. C'était la zone septentrionale, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie.
Et plus tard, cette zone-là va donner son nom à l'ensemble du continent. Mais vous voyez que la désignation vient des Romains. Nous-mêmes, on appelait ça Kemet ou Kama, c'est-à-dire la terre des hommes noirs. La terre des hommes noirs, Kama. Donc, si nous voulons redevenir des Kamites, et donc nous approprier l'héritage des pharaons, qui sont en fait des Shemsu Or, c'est-à-dire les suivants de Horus, le dieu Horus. Si nous voulons nous approprier maintenant cet héritage-là, eh bien, nous ne devons plus être nommés par d'autres, nous devons nous nommer d'abord nous-mêmes. Et ensuite, de temps prendre possession de l'héritage qui est le nôtre, et qui est bien là, peut-être évanescent, mais pour nous aujourd'hui très consistant. Pour peu de temps qu'on lui donne la matière et la forme qu'il faut. Et si les Africains sortent de l'africanité pour entrer dans la kamité, ils comprendront qu'ils sont capables de réaliser ce destin difficile, ardu. Mais c'est lui le seul qui nous permet de nous affranchir du mépris, de la condescendance, du racisme, et puis finalement de l'exploitation que nous subissons. Voilà ce que je tenais à vous dire, et je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était de manière concrète, est-ce que ces institutions universitaires existent? Comment y accéder? C'était bien ça la question. Voilà. Je donne pour information, pour ceux qui ne savent pas, que le Gabon, après le Sénégal de Cheikh Anta Diop, a eu le premier centre international d'égyptologie que j'ai créé à l'université Omar Bongo, qui s'appelait l'ICAD, Institut Cheikh Anta Diop. À l'Institut, j'ai commencé à enseigner les hiéroglyphes, j'ai commencé à enseigner la philosophie égyptienne, les institutions de l'Égypte, la physique, les mathématiques, la médecine. En peu de temps, ça a explosé. Les jeunes avaient un quantum intellectuel très puissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le père de l'école a été exilé pendant 15 ans. Les livres, j'avais 3000 livres, tous brûlés. L'institution elle-même a disparu. Donc il y a une grande hostilité vis-à-vis des réformateurs kamites que nous sommes. Et notre rôle aujourd'hui, au-delà des mots, c'est d'expliquer aux autorités que la seule voie de la libération, ça passe par là. Il y a une hostilité qui fait que l'institution est simplement disparue. À côté, vous regardez les Sénégalais, les Camerounais, ils n'étaient pas plus avancés que les Gabonais. On avait tout à ce moment-là. Et si je vous montre les jeunes que j'ai formés, qui sont extrêmement doués. Kémy Seba, déjà, hein, merci de rappeler que je suis son formateur. Mais l'autre question, c'est avenir. Nous parlons d'institut avenir parce que l'éducation joue un rôle majeur. Et une fois qu'on met des paires encre un peu partout, ça va passer parce que l'enseignement est un processus révolutionnaire en soi. Or, nous prenons justement l'importance de la réforme et de la révolution. Il faudra instituer, créer des instituts, créer des universités nouvelles. Ça doit entrer aussi dans la volonté de nos nouvelles autorités politiques parce que la modernité passe par là. Le retour aux sources égypto-nubiennes du continent africain. Parce que là, on a eu véritablement des rois, des grands visionnaires. Et regardez ce qui se passe au Gabon. C'est quelque chose d'extrêmement important. Prenez Léon Mba, vous ne connaissez ni son père, ni sa mère, c'est disputé. Prenez Omar Bongo, pareil, on n'a pas les origines. Pire, Ali, on n'a pas les origines. C'est la première fois dans notre histoire politique qu'on a quelqu'un dont on peut dire voici sa mère, voici son père. Ça veut dire que cet être-là, cet homme-là, qui est en plus métissé, a le devoir, l'obligation destinale de réconcilier tout le monde. C'est pourquoi le concept d'inclusivité lui va bien. Mais il faut surtout qu'il ait le courage
le courage d'aller jusqu'au bout en acceptant que l'identité première du Gabonais, de l'Africain, c'est le retour aux sources égypto-nubiennes. Et ça, c'est ce que nous disons à tous les chefs d'État, parce qu'on ne peut pas fuir cela. De la même manière, vous voyez, ceux de l'AES, ils n'ont pas ça. C'est contradictoire. Il faut que le discours qu'on tient, on sait qu'on est suivi, on est écouté partout. Et on parle ce soir en sincérité. On a fini avec la flatterie, nous. On dit les choses comme elles sont. C'est ça, la Mahat. La Mahat, c'est la vérité, justice, l'ordre et le courage de la norme. Donc, on parle de manière normative. Ce qui leur manque là-bas, c'est maintenant un soubassement. Ils ont la culture militaire, le génie militaire, une stratégie militaire. Il faut maintenant le génie kamite qui va leur donner plus de stratégie, plus d'intelligence au niveau de la vision. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, c'est un programme en projection. Il n'y a pas encore d'université kamite en tant que telle. Il y a des choses qui se mettent en place. Je vous ai parlé de la mienne. Le père Ankh Ouhem Messoud, c'est en ligne. Je forme les docteurs. Vous pouvez arriver là-dedans avec n'importe quel niveau. Je vous donne 4 ans, vous devenez docteur. Et ce qu'on a envie de faire tous les deux au Gabon, c'est un institut et une université. Parce que nous savons que la victoire passera par là. Mon maître, je vais donner un mot de conclusion. D'abord, en commençant par remercier les organisateurs qui ont fait un bon travail, même si la communication a fait défaut. Le plus important, c'est le temps qu'on a passé ensemble, ceux qui ont bien voulu venir participer à cette première édition de la journée internationale de la souveraineté africaine. Souvent, on commence petit pour finir grand. Donc, je ne désespère pas que l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas quelle est la régularité qui a été arrêtée, on soit beaucoup plus nombreux avec une technologie qui permettra de faire quelque chose de beaucoup plus éclatant. Pour ce qui est maintenant des échanges, je me réjouis beaucoup de ce que j'ai appris à travers la prestation intellectuelle de très haut niveau du savant Hugo Bioko, mais aussi à travers les questions qui ont été posées et puis les réflexions, observations que certains de vous ont eu à faire avant justement de poser l'interrogation. Et nous, en donnant des réponses, nous aussi nous instruisons les uns les autres, c'est une très bonne chose. C'est une dynamique en fait qui nous permet de nous enrichir mutuellement. Et je suis content d'avoir été exposé pour vous développer une vision à laquelle je suis très attaché. Je vous annonce qu'un livre est en préparation consacré tout ce qui a été dit sur l'agenda néo-panafricaniste 54-5-1. J'ai dédié au président Assimi Goïta, à qui je compte offrir le livre, parce qu'il faut organiser quand même la conférence de Bamako, au Mali. Il faut quand même que le président soit déjà un peu charmé. Si tout se passe bien, c'est peut-être d'ici la fin de l'année. Dans tous les cas, nous commençons une aventure panafricaniste, voire kamite. Ce serait bien que plus souvent, nous nous retrouvons comme ça. Et si nous sommes à côté du prince, peut-être qu'on aura de meilleurs moyens pour faire de meilleures choses. Voilà. Il ne faut plus qu'on se coupe du prince. Avec le prince, on va pouvoir avancer, évidemment, donner une puissance à notre action. Et c'est ce que je souhaite pour moi, pour le professeur, et puis pour vous, et puis pour notre pays, le Gabon. Voilà mon mot de fin. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. Je voudrais à mon tour saluer tous les spectateurs du monde continental et d'ailleurs pour dire que le Gabon, à travers cet acte, a voulu marquer sa solidarité avec le principe de célébration de cette idée, de cette doctrine, de cette théorie de la souveraineté. Et les moments que nous venons de passer sont la contribution de notre pays
dans ce grand débat qui constitue l'avenir du continent africain. Et je voudrais ajouter que tout au long des discussions, deux grandes tendances se sont dégagées. La tendance hostile à la docte pensée égyptienne, à la révolution. Il y en a qui sont hostiles à ça. Et le noyau de cette hostilité vient d'une raison économique. Les Kamites, à travers la question de la souveraineté, vont enseigner à ne plus emporter toutes les richesses du continent africain. Il faut donc les combattre. Nous leur disons que les penseurs d'Occident ont parlé du grand village. Pour nous, lorsqu'on parle de développement dans cette perspective inclusive, il n'est plus question de dominer les peuples du continent. C'est une vision pour nous, mais rétrograde, de penser qu'un peuple puisse s'enrichir parce qu'il oppresse et exploite un autre peuple. Pour nous, c'est tellement arriéré que nous avons voulu l'exprimer aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est la véritable solidarité humaine, avec le respect des différences. Et l'idée que le grand village, ce n'est pas l'Occident qui invente des choses et les vend à l'Afrique, qui a une simple réduction consommatrice. Elle consomme ce qui arrive du Nord. Non, la circulation universelle des objets, c'était ça, le grand rêve du monde. Le nouveau monde du XXIe siècle, c'est celui qui voit l'idée que le monde est un. Donc nous ne comprenons pas cette conception de la coopération où les matières premières doivent aller d'un côté et ce peuple qui les prend ne développe même pas, n'a pas le souci de développer là où il les prend indéfiniment. Le cas flagrant du Niger. L'uranium dont on sait la portée économique, même pas l'électricité. À des endroits, il n'y a pas d'électricité. Mais pour nous, c'est insensé. On s'excuse de parler comme cela. On a bu à la mamelle de l'Occident. Le sait, on ne le regrette pas. Moi, je le sais, je suis sorbonnard. Mais je suis d'autant plus étonné que les idées qu'ils enseignent là-bas, ils ne les mettent pas en pratique. C'est pourquoi nous, au niveau de la pensée kamite, nous estimons que la Mahat est la mère des rationalités. Il faut être juste, il faut une vérité qui ne se réduit pas à l'économisme. Il faut ouvrir de manière définitive le principe de circulation. Si on découvre ce qui soigne le cœur, ça doit être aussi envoyé chez nous. Si nous, on découvre quelque chose, ils bloquent. Beaucoup d'universitaires sont morts ici, tandis qu'ils avaient des outils sérieux. On a tué, on a dit que ce qu'ils faisaient, c'était de la non-science, alors qu'ils avaient vraiment des objets. Donc, le combat est là, l'acceptation de la différence. Comme disait déjà Lévi-Strauss, on ne peut pas continuer de vivre avec l'idée qu'un peuple est supérieur à un autre. On a dépassé ça, mais dans les pratiques diplomatiques, ça continue. La dernière chose, c'est que pour nous, Kamites, du monde entier, nous voulons une véritable fraternité, mais qui s'appuie non pas sur la complaisance, non pas sur des idées inférioristes ou supérioristes. Nous voulons l'égalité, l'homme. Et les Kamites ont un berceau essentiel. Nous savons comment penser l'homme dans sa grandeur, comment penser l'unité, l'amitié, la gouvernance. Ce qu'on nous produit, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça le monde uni que nous attendons. Moi, j'ai un concept, et je vais finir par là. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Déconstruire les accords de coopération ». Il faut les déconstruire. Nous, le concept s'appelle « Le monde qui vient n'est pas encore là ». Et nous, les Kamites, nous voulons faire advenir ce monde qui vient, qui est encore dans le rêve, qui est encore, comme on dit chez nous, dans le noun. Mais il faut qu'il vienne à l'histoire. J'aime bien cette expression, faire venir à l'histoire le rêve. C'est ça.
chers amis, en politique, nous attendons, mais alors, une attention particulière, nous suivons ce qui se passe en AES et ce qui est en train de se planter au Gabon. C'est pourquoi nous parlons du panafricanisme révolutionnaire et du panafricanisme de l'inclusivité. Chose à suivre.